Décembre 1948, un homme est retrouvé sans vie sur la plage de Somerton à Adélaïde en Australie. Ensuite, une enquête incroyable avec des rebondissements dignes d'un film hollywoodien. Tous les indices vont mener à un livre avec à l'intérieur un code secret. Alors, qui est cet homme? Qu'est-il venu faire sur cette plage et surtout, comment est-il décédé? Malgré tout le travail des enquêteurs et plusieurs indices, l'identité de l'homme de Somerton restera un mystère pendant plus de 70 ans. Venez, je vous embarque avec moi dans cette histoire des plus mystérieuses. On est le 1er décembre 1948. Tôt le matin, vers 6h30, un homme nommé John Lyons décide d'aller faire un tour sur la plage de Somerton. C'est une station balnéaire à quelques kilomètres au sud d'Adélaïde en Australie. Après quelques longueurs, il voit sur la plage un homme allongé avec un costume impeccable. Ça l'interpelle suffisamment pour se rapprocher et il voit que l'homme a le dos sur la digue et qu'il a les jambes croisées. Très vite, il se rend compte que l'homme n'est pas seulement endormi sur la plage, non, il est décédé. Cependant, sur l'homme, aucune trace d'agression, de violence ou autre. Une cigarette à moitié consumée est même posée sur le col, comme si elle était tombée alors qu'il était en train de s'endormir. John a bien évidemment prévenu la police et le corps fut amené au Royal Hospital d'Adélaïde quelques heures plus tard. Comme je vous le disais, cet homme avait un costume impeccable, assez chic même pour l'époque. Il était rasé de très près, peut-être même du matin même ou de la veille. Ses chaussures venaient d'être cirées. En gros, rien ne laissait à penser que cet homme allait mourir, qu'il avait fait une grosse fête la veille ou bien qu'il était à la rue. Les enquêteurs retrouvent sur lui un peigne, un paquet de chewing-gum, une boîte d'allumettes et un paquet de cigarettes Army Club. Ce paquet de cigarettes contenait 7 cigarettes. 7 cigarettes d'une autre marque, un peu plus chère, qui s'appelle Kansistas. Ils retrouveront un ticket de train non utilisé qui va de la gare d'Adélaïde à la plage de Henley. Ce ticket de train a été émis le matin même. Également, ils retrouveront plusieurs tickets de bus, cette fois-ci utilisés, pour un arrêt à Glenelg à 11h15, le même jour où il aurait dû utiliser le ticket de train. Glenelg, c'est à 1 km environ de là où on a retrouvé le corps. Le docteur John Barclay Bennett, qui effectue l'autopsie, évaluera l'heure de la mort à environ 2h du matin. Selon lui, la cause du décès était sans doute une insuffisance cardiaque. Mais, et ça c'est très important, il soupçonnait un empoisonnement, parce que les conditions du décès ne collaient pas tout à fait avec un arrêt cardiaque. En clair, celui qui sera surnommé l'homme de Somerton, qui tire son nom de la plage où il a été retrouvé, n'aura sur lui ni portefeuille, ni argent liquide, ni même carte d'identité. À savoir qu'aucun vêtement sur lui ne portait d'étiquette avec son nom inscrit dessus. Fait un peu plus troublant, c'est que toutes les étiquettes existaient bel et bien, mais elles ont toutes été arrachées. Et cette information est assez importante puisqu'on est en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et en Australie, les biens sont toujours rationnés. Il est très fréquent que les gens inscrivent ou brodent leur nom sur leurs effets personnels. Comme ça, cela permet de les retrouver en cas de perte ou de vol. Fait notable, une poche de son pantalon a été recousue avec un fil orange. Et ce fil orange, à cette époque-là, n'était pas très commun en Australie. Le pathologiste, John Dyer, trouve dans l'estomac de la victime les restes de son dernier repas. Et c'était une tourte à la viande et aux légumes. Mais il retrouve également dans l'estomac un peu de sang. Et ce sang vient corroborer la thèse de l'empoisonnement. Même si à ce stade, rien ne permet d'affirmer cette hypothèse. Les spécialistes pensent alors que le poison aurait pu être mis dans son dernier repas. Du coup, de nombreux tests sanguins furent effectués et aucun ne révélèrent une trace de quelconque poison. Pendant ce temps, le 14 janvier 1949, les policiers découvrent une valise marron. Elle a été oubliée à la consigne de la gare d'Adélaïde. Et sachez que cette valise a été enregistrée exactement la veille de la découverte de l'homme de Somerton. À l'intérieur, ils trouvent quelques vêtements masculins et des objets complètement banals. Une paire de ciseaux, un couteau, un tournevis, un kit de couture et un équipement de rasage. Mais il note un fait troublant, c'est qu'ici aussi, toutes les étiquettes ont été retirées. Ce qui prouve que c'est bien à l'homme de Somerton qu'appartient cette valise, c'est cette bobine de fil orange, le même fil qui a permis de recoudre la poche de l'homme de Somerton. Donc toutes les étiquettes ont été retirées, oui, mais toutes sauf 3. Et sur ces étiquettes, on peut lire T. Keane. Il est donc logique de penser que cette valise appartient à un homme nommé T. Keane.
Et de toute évidence, de toute façon, personne n'avait l'air de se souvenir de cet homme et encore moins de qui avait déposé cette valise à la consigne. Rappelez-vous, on a retrouvé un ticket de train non utilisé daté du 30 novembre pour se rendre à Henley. Mais finalement, l'homme de Somerton décide de ne pas prendre le train. Mais pourquoi? Aucune idée. Et les enquêteurs n'en savent rien non plus. De plus, il laisse la valise avec laquelle il est venu, là où il y a toutes ses affaires, à la conciergerie. Après avoir décidé qu'il n'irait finalement pas à Henley, il prend un ticket de bus pour aller à Glenelg à 11h15. Finalement, il sera retrouvé à 1 km de là le lendemain sur la plage de Somerton, décédé. Et si cet homme n'était pas de la région? Cela expliquerait bien des choses. En tout cas, c'est ce que vont penser les enquêteurs, puisque dans la valise, il y a un manteau. Sur le manteau, il est indiqué avoir été fait sur mesure en Amérique. À partir de ce moment-là, les enquêteurs pensent que l'homme de Somerton n'est pas originaire d'Australie, mais il est plutôt américain. En juin 1949, après avoir examiné le corps, les médecins légistes apporteront des indices supplémentaires. Il a entre 40 et 45 ans, il est blond, il a les yeux noisettes ou gris, il fait 1m80 environ, et il y a un détail chez lui qui est assez étonnant pour l'époque. En effet, l'expert laisse une note dans le dossier en indiquant que l'homme a les mollets extrêmement développés. De plus, son gros orteil et son petit orteil forment une pointe, en gros un peu comme ça. Sa théorie est que l'homme est sûrement soit un danseur classique, soit un homme qui a l'habitude de porter des talons hauts à bout pointu. On prélève également ses empreintes et malheureusement, il n'y aura aucune correspondance dans les fichiers de la police. Des habitants d'Adélaïde furent escortés à la morgue, dans l'espoir de pouvoir donner un nom à cet inconnu. Ces personnes étaient des gens qui pensaient l'avoir reconnu avec des photos publiées dans les journaux. D'autres étaient des proches désespérés, à la recherche d'un membre de leur famille disparu. Quoi qu'il en soit, aucun ne put reconnaître le corps de l'homme de Somerton. Finalement, la réexamination du corps de l'homme de Somerton ne donnera rien de probant. Mais John Cleland, professeur de pathologie à l'université d'Adélaïde, n'a pas dit son dernier mot. Et il observe minutieusement tous les objets retrouvés sur l'homme de Somerton. Et grâce à cette recherche, il va trouver un indice capital. En effet, il va découvrir une petite poche cachée à l'intérieur du pantalon de la victime. Les précédentes analyses ne l'avaient pas décelée et plusieurs rapports d'enquête la qualifient de poche secrète. Une fois ouverte, on y découvre un petit papier avec 2 mots écrits à l'intérieur. Ils sont tapés dans une police assez élaborée et on peut y lire Tamanchud. C'est du perse et ça veut dire fini ou terminé. C'est un peu comme si c'était un message secret ou comme si l'homme savait qu'il en avait plus pour longtemps. La police sera alors invitée soit par le journaliste, soit par le médecin légiste lui-même, c'est pas très clair au niveau des sources, à se procurer une copie d'un livre un peu spécial qui s'appelle Rubaiyat. Et c'est Omar Khayyam qui en est l'auteur. Cette œuvre datait du XIIe siècle et elle a été popularisée en Australie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre existait bien sûr dans plusieurs éditions, mais les recherches de la police au niveau des éditeurs, des libraires ou encore des bibliothèques n'aboutirent à aucune correspondance. En effet, je le rappelle, la typographie des lettres retrouvées sont quand même assez spéciales. Ce qu'on sait et ce qu'on peut dire, c'est que les mots Tamanchud provenaient de réflexions de Khayyam sur la vie et la mort, la futilité de l'existence et la supériorité de l'amour et de l'importance de vivre le moment présent. Finalement, cette découverte ne fut malheureusement pas la clé pour identifier cet inconnu. Et comme le temps passe et que le corps commence à se décomposer, on va devoir penser à l'enterrer. Des dispositions furent prises alors pour les obsèques qui eurent lieu le 10 décembre 1948. Mais consciente qu'elle se débarrassait là de leur meilleure preuve, la police demanda au préalable d'effectuer le moule du visage et du torse de l'homme de Somerton. Puis le corps fut embaumé et enterré dans un endroit bien sec. Et le lieu a été spécifiquement choisi au cas où un jour il faudrait exhumer le corps. D'ailleurs, à l'emplacement de la tombe de l'inconnu en 1978, on pouvait parfois y voir des fleurs. Mais personne ne savait qui les avait laissées ni pourquoi. Mais revenons à notre enquête. 8 mois après le début de l'enquête, elle piétinait. En tout cas pas pour longtemps, car un nouvel indice va faire son apparition. La police va lancer un appel national pour retrouver l'édition qui correspondrait aux 2 lettres retrouvées dans la poche secrète du pantalon de l'homme de Somerton, le livre Rubaiyat. Et ça marche, un homme vient se présenter au poste de police. C'est un habitant de Glenelg et il a la bonne édition du livre avec lui. Et en plus, il a une histoire incroyable à raconter aux enquêteurs. En décembre,
Juste après la découverte du corps, il était parti faire un tour avec son beau-frère en voiture. Il avait garé sa voiture à quelques mètres de la plage de Somerton. Et le beau-frère, en se tournant, trouve une copie du livre de Rubaiyat sur la banquette arrière de la voiture. Sauf que chacun avait pensé que le livre appartenait à l'autre, et puis finalement ils s'en sont plus occupés, ils ont mis ça dans la boîte à gants et ils ont complètement oublié cette histoire. En voyant l'article dans les journaux qui parlait de ce livre, ils ont quand même décidé d'aller vérifier s'ils n'avaient pas la bonne édition, à tout hasard. Et à l'emplacement des deux mots Tamanchud, l'ultime page avait été déchirée. Le sergent de l'enquête décide alors d'examiner minutieusement le livre, et il va trouver au dos du livre un numéro de téléphone. La police avait enfin une preuve solide à exploiter. Au bout du fil, c'était une jeune infirmière habitant près de la plage de Somerton. Elle s'appelait Jessica Thompson et pendant des années, son identité a été protégée et on l'appelait Justine. Jessica avait alors admis qu'elle avait offert le livre Rubaiyat à un certain Alfred Boxall. C'était un homme qu'elle avait connu pendant la guerre. La police pensait alors avoir résolu l'enquête. L'homme de Somerton était donc cet Alfred Boxall. Sauf que ils n'ont pas mis longtemps pour retrouver Alfred Boxall. Il était bien en vie et il habitait en Nouvelle-Galles du Sud. Et quand ils ont rendu visite à Alfred Boxall, celui-ci leur a remis le livre Rubaiyat, celui qu'il avait reçu par Justine. Et comment on peut en être sûr? Tout simplement parce qu'il y avait une petite signature de cette dernière sur le livre. Entendu de nouveau, Jessica Thompson dira effectivement qu'elle se rappelait qu'une fois en rentrant chez elle, ses voisins lui avaient prévenu qu'un homme tentait de prendre contact avec elle et qui s'était déplacé jusqu'à son domicile, mais comme elle n'était pas là, il n'avait pas pu la voir. Et que peut-être cet homme pourrait être l'homme de Somerton s'il avait son numéro inscrit derrière son livre. Mais qui est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il veut la voir? Etc. Elle n'en sait rien. Et comme ils se retrouvent face à une impasse, les enquêteurs décident alors de montrer à Justine le moule du visage qui a été fait de l'homme de Somerton. Quand elle le vit, Jessica sembla alors comme tomber dans les pommes. Le sergent dira même qu'elle était complètement stupéfaite, et elle semblait même sur le point de s'évanouir. Alors le sergent se dit qu'elle devait sûrement connaître cet homme, mais elle n'en dit pas plus, et elle niera tout en bloc. Plus important encore, le livre n'avait pas décelé tous ces mystères. Effectivement, sur la couverture intérieure du livre, on pouvait y voir quelques lettres formant une espèce de code. Ce code fera penser aux enquêteurs que l'homme de Somerton est peut-être un espion. En effet, selon leur théorie, il serait américain. Et ces mots cachés dans une poche secrète de son pantalon, Tamanchud, qui voudrait dire fini ou terminé, serait peut-être comme un message d'avertissement, une manière subtile de dire que le décès de cet homme n'était pas dû au hasard. Et il faut dire qu'on est en 1948, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide. Qui va opposer qui? Les Américains contre l'Union soviétique. Et à cette époque-là, l'espionnage était monnaie courante. Ce n'est donc pas étonnant de penser que cet homme peut être un espion. Mais pour en être sûr, rien de mieux que de craquer le code. Cependant, le faire d'après un si petit fragment de texte est une tâche quasiment impossible. Mais la police fit de son mieux. Le message crypté fut envoyé à la Navy, à l'élite des cryptographes australiens. Et la police autorisa sa publication dans la presse. Il y eut alors une flopée de cryptographes amateurs. Mais leur solution n'avait aucune valeur pour la police. Finalement, la Navy en vient tout simplement à la conclusion que ce code est malheureusement totalement impénétrable. Et c'est tout. Merci, au revoir, on s'arrête là. Jessica est finalement décédée en 2007 sans dire pourquoi est-ce qu'elle avait failli tomber dans les pommes en voyant le moulage de l'homme de Somerton. Et lorsque le médecin légiste, en 1958, rendit son dernier rapport, 11 ans après la découverte de l'inconnu, il avoua qu'il était bien incapable de dire qui était l'homme de Somerton et de quoi est-ce qu'il était décédé. En mars 2009, soit 60 ans après la mort de l'inconnu, une équipe de l'université d'Adélaïde, menée par le professeur Derek Abbott, essaie de résoudre l'affaire en essayant de craquer le code et il propose même d'exhumer le corps pour faire des recherches ADN. L'enquête Abbott va amener à remettre en cause certaines des hypothèses que la police avait faites à l'époque. Quelque chose dont je vous ai parlé brièvement, c'est qu'on a retrouvé un paquet de cigarettes Army Club avec des cigarettes Kansistas à l'intérieur. Il faut savoir que Army Club est bien plus bon marché que Kansistas. Or, à l'époque, il y avait une coutume qui était de prendre un paquet cher et de mettre des cigarettes moins chères dedans
pour faire croire qu'on était un peu plus aisé que ce qu'on était réellement. Mais là, ça n'avait aucun sens. Pourquoi mettre des cigarettes chères dans un paquet pas cher? Surtout que l'homme avait apparemment les moyens puisqu'il avait un manteau fait sur mesure en Amérique et aussi un costume complètement impeccable et assez chic. Du coup, une des théories de Abbott, c'est que l'empoisonnement n'a pas été fait par ingurgitation, mais que le poison aurait été mis directement dans une des cigarettes et qu'il l'aurait fumé. Ce pourquoi on aurait retrouvé une cigarette sur son col à moitié fumée. Quant au code, le craquage du code, tout a été repris à 0 et rien ne permis d'avancer là-dessus. Finalement pour Abbott, un de ses indices les plus probants viendra de l'oreille de l'homme de Somerton. En effet, il a une particularité qu'on ne retrouve que chez 1 à 2% de la population de type caucasienne. De plus, en mai 2009, Derek Abbott a consulté un expert dentaire qui a conclu que l'homme de Somerton était atteint d'hypodontie au niveau des 2 incisives latérales. C'est une particularité génétique rare, présente chez 2% de la population mondiale. En juin 2010, Abbott a obtenu une photo du fils de Justin. Il s'appelle Robin et il a clairement les mêmes caractéristiques que ce soit au niveau des oreilles ou au niveau des dents. Les chances pour que ce soit une coïncidence est de 1 sur plusieurs dizaines de millions. Abbott pense alors que le fils de Jessica, Robin, est le fils biologique de l'homme de Somerton. Robin avait alors 16 mois en 1948, lorsqu'on a retrouvé le corps de l'homme de Somerton. Seulement Robin, il est décédé en 2009. Mais du coup, Derek Abbott se dit qu'il allait chercher la descendance de Robin. Et tenez-vous bien, il pense l'avoir trouvé. Il pense avoir trouvé la petite fille de Robin. Il s'agit d'une certaine Rachel Egan et il se trouve qu'il est marié avec. ABC News explique que Rachel a grandi en Nouvelle-Zélande. Elle a été adoptée, mais elle a retrouvé la trace de ses parents biologiques. Ce serait une certaine Roma Egan et un certain Robin, qui est le fils de Jessica. Et donc potentiellement de l'homme de Somerton, puisque officiellement c'est le fils de Jessica et de son mari, mais selon la théorie d'Abbott, le vrai père de Robin serait l'homme de Somerton. Et vous allez me dire, une analyse ADN pourrait affirmer ou infirmer cette hypothèse. Oui, seulement en 2011, le procureur général a refusé tout simplement d'exhumer le corps. Pour lui, il faut une raison d'intérêt public qui dépasse la curiosité ou l'intérêt scientifique. En 2012, une pétition est même menée pour essayer de convaincre le procureur général. Malheureusement, elle n'a pas réussi à recueillir les 15 000 signatures demandées. Et ce n'est qu'en 2019, 70 ans après le décès de l'homme de Somerton, que miracle, Abbott arrive à analyser l'ADN de l'homme de Somerton. Et comment il fait ça? Pas en exhumant le corps, non, parce que ça, le procureur général n'est toujours pas d'accord, mais il a eu accès au moulage de la tête et du torse de l'homme de Somerton. Et lorsqu'ils ont mis le plâtre à l'époque, quelques petites touffes de cheveux sont restées accrochées à ce dernier. Et le scientifique s'est alors associé à une experte médico-légale, Colleen Fitzpatrick. Elle est spécialisée dans les cold cases et ensemble, ils vont essayer de reconstruire l'arbre généalogique de l'homme de Somerton. Ils ont mis son ADN sur internet, sur des sites qui permettent de retrouver la généalogie grâce à l'ADN, et ils ont près de 4000 noms qui pourraient correspondre à l'ADN de l'homme de Somerton. Bon, finalement, à la fin, il ne reste plus qu'un seul nom, et enfin, ça y est, on sait qui est l'homme de Somerton. Il s'appelle Charles, dit Carl Webb. Finalement, avec cette nouvelle identité, les scientifiques se sont mis en quête de retrouver les proches de ce fameux Charles Webb. L'idée, c'est de comparer leur ADN avec celui de Charles et de voir si ça match. Et effectivement, ça fonctionne à chaque coup, c'est bien Charles Webb qui est notre inconnu de Somerton. Finalement, l'homme de Somerton n'avait donc rien à voir avec Justin ou avec Robin. Ses particularités au niveau de l'oreille et des dents ne sont donc là qu'une coïncidence incroyable. Selon les recherches de Derek Abbott, Charles Webb serait né en 1905 dans la banlieue de Melbourne en Australie. Il était le plus jeune d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Il était ingénieur électricien, il était donc plutôt aisé, ce qui peut expliquer le manteau fait sur mesure ou encore le costume impeccable. Autre chose, il adorait jouer au foot, ce qui explique aussi ses mollets vraiment développés. Charles Webb a épousé une certaine Dorothy Robertsonen.
Mais en avril 1947, ils divorcent après 6 ans de mariage. Dorothy quitte Melbourne et déménage alors à Adélaïde. Dorothy décrit Charles comme un homme violent, solitaire et sans amis. Il est donc possible qu'il soit venu essayer de la retrouver, a déclaré alors Abbott sur ABC News. Alors voilà, l'enquête s'arrête ici et on ne connaît pas encore la cause du décès de l'homme de Somerton, dit Charles Webb. Cependant, on sait que Charles Webb adorait la poésie et il aimait beaucoup en écrire. Cela explique donc le livre de Rubaiyat et ces quelques mots qui ont été glissés dans son pantalon. Charles Webb était aussi un adepte des courses hippiques. Et pour le code secret, vous allez être plutôt déçus, mais il s'agirait en fait de chiffres et de lettres qui correspondraient à des chevaux pour ses paris. Aujourd'hui, Derek Abbott souhaite comprendre les raisons du décès de Charles Webb. Il espère qu'il pourra le faire grâce à la découverte de son identité maintenant et aussi aux analyses ADN. Il aimerait notamment qu'une analyse de toxicologie soit faite. Il aimerait également savoir ce qui est arrivé à Dorothy. Car pour Derek Abbott, il en est pratiquement sûr, on fait face là bien à un empoisonnement. Si pas mal de questions ont trouvé des réponses grâce à la découverte de son identité via l'ADN, d'autres demeurent un mystère. Pourquoi ne pas avoir pris le train et avoir changé ses plans au dernier moment pour se rendre à Glenelg? Pourquoi avoir jeté le livre dans une voiture et n'avoir gardé sur soi que les mots Tamam Shud? Savait-il qu'il allait décéder? Pourquoi avoir mis ces mots-là dans une poche secrète de son pantalon? Quel était son lien avec Justin? Puisque s'il n'y a pas de lien biologique, via l'ADN on a pu le constater, il y avait bien son numéro de téléphone sur la couverture du livre de Charles Webb. Finalement, il était venu à Adélaïde pour revoir son ex-femme Dorothy. Avait-il réussi à la revoir? Et surtout, et la dernière question qui reste un peu latente et qui peut-être pourrait nous permettre de répondre à toutes ces questions-là, de quoi est mort Charles Webb? Bref, peut-être que nous n'aurons jamais de réponse à toutes ces questions, et de toute façon, tous ceux qui auraient pu y répondre sont aujourd'hui décédés. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'en 2021, les restes de Charles Webb ont finalement été exhumés, une fois son identité connue, pour essayer de résoudre cette affaire. C'est ainsi que s'achève cette enquête extraordinaire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!